Bienvenue, Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, une surprise. Vous avez révélé hier que vous êtes la fille du comédien qui, depuis 40 ans, Alain Dorval, qui, depuis 40 ans, double Sylvester Stallone. Vous avez donc grandi toute votre enfance et votre adolescence avec Rambo? J'ai grandi avec mon père, surtout. Et il se trouve que mon père est comédien et que depuis 40 ans, il est la voix française de Stallone, donc de Rocky et de Rambo. Et voilà ce qu'il disait à Olivier Benkemoun il y a quelques jours sur CNews, avec sa propre voix. Pas de voix officielle, mais c'est depuis le premier Rocky qui a eu l'Oscar, je crois, en 77. Je l'ai passé un scanner hier, et quand j'ai dit bonjour à la madame, elle a sursauté, elle m'a dit « vous avez une grosse voix ». Bon, ça s'arrête là, ouais. Ouais, mais elles ont peut-être tendance à être un peu indolentes dans les hôpitaux, je ne sais pas. J'ai eu peur d'avoir réveillé pendant sa sieste. Indolente dans les hôpitaux, vous, la porte-parole, vous diriez le contraire. Mais vous avez été habitué, vous avez vu tous les films de Oui, je les ai Rambo. vus, mais parce que c'est des films qui sont intéressants. Enfin, Rambo, c'est un vétéran qui revient dans l'indifférence la plus généralisée aux États-Unis, à un moment où personne ne veut entendre parler de ces vétérans qui reviennent de la guerre du Vietnam. Donc il y avait un propos, en tout cas dans le premier Rambo, politique qui n'était pas du tout inintéressant. Et ces films sont en train de devenir des films cultes, parce qu'il a été cinéaste, scénariste, producteur, et Alain Dorval le disait d'ailleurs tout récemment. Et finalement, il y a une tradition familiale, parce que vous doublez la voix de Stanislas Guérini et celle d'Emmanuel Macron. Moi, je double la voix de personne, ils le font. Enfin voilà, et c'est différent. Mon père est comédien, moi, je suis pas comédienne. J'essaie de faire de la Et qu'est-ce politique qu'il en et reste? La d'être engagée. pugnacité, l'énergie. Je pense qu'il m'a transmis un certain nombre de valeurs, et c'est ça qui est le plus important, surtout dans une famille. Alors, plus sérieusement, cet après-midi et cette nuit, la célèbre agence ancienne mondiale de voyage Thomas Cook a donc fait faillite et déclenche une inquiétude pratiquement mondiale. Dans l'immédiat, il faut s'occuper sans doute des 600 000 touristes qui sont concernés, qui sont en vacances dans des différents pays, qui subissent les déboires de la compagnie. Il y a 10 000 Français. Qui va s'occuper d'eux? Déjà, il faut les rassurer. Évidemment, ils sont pris en charge, ils vont être rapatriés. Ça, il y a une solidarité qui s'instaure entre voyagistes avec les assurances. Donc, personne ne sera laissé sur le carreau et ce ne sera pas aux frais. Donc, c'est les autres agences. Enfin, il y a une solidarité qui s'exerce entre elles, qui est très forte. Si jamais il y avait besoin, il y a l'État qui pourrait évidemment y pourvoir. Puis, pour ceux qui n'avaient pas encore réalisé leur voyage, mais qui avaient déjà avancé des frais, il y aura aussi un remboursement. Donc, il faut vraiment passer un message de réassurance auprès des Français qui sont à l'étranger aujourd'hui ou qui espéraient pouvoir y partir, pour leur dire qu'évidemment, tout sera pris en charge et que ça ne sera pas de leur poche. C'est-à-dire que les hôtels seront payés, parce qu'il y a déjà des problèmes dans différents pays, et qu'ils seront rapatriés. Air France va y participer. Il y a le rapatriement. Après, je ne sais pas quelle compagnie va y participer, mais ce qui est certain, c'est qu'ils seront rapatriés et que ça ne leur coûtera pas un euro de plus. Ce qui est frappant aussi, c'est que les petites compagnies aériennes sont en crise et que les agences de voyage comme Thomas Cook sont frappées de plein fouet par la révolution numérique. Oui, parce que les personnes consomment différemment, parce qu'on voyage à la fois de manière beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, 40 ans, beaucoup moins cher aussi. Et c'est bien de se dire qu'on peut circuler de manière beaucoup plus libre. Mais de fait, on a changé les modèles économiques. Et c'est vrai que celui qui a été créé et qui était très innovant initialement de Thomas Cook correspondait peut-être moins aux attentes des voyagistes aujourd'hui. Ouais, il faut tenir compte de ces évolutions et qui auront encore des conséquences. Demain, à l'Assemblée nationale, le projet de loi bioéthique, 2500 amendements. Oui. Vous vous dites que c'est un progrès, il devait y en avoir 4000. On s'attendait, on pouvait craindre qu'il y en ait plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a prévu du temps pour ce débat, puisqu'on a prévu 3 semaines de débat à l'Assemblée nationale. On verra si on va au bout ou si on termine l'examen plus tôt. Parce qu'il ne faut pas escamoter ce débat, il est essentiel. C'est la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais ça va bien au-delà. C'est la question de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, sur l'embryon. C'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle, par exemple, appliquée à la médecine. C'est la question du diagnostic, des tests génétiques, donc tout ça. Avec des risques d'eugénisme, quand vous lisez la presse, il y a une crainte de l'eugénisme dans l'air. Évidemment, dès qu'on parle bioéthique, il y a à chaque fois une mise en tension qui est faite entre ce qui est scientifiquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. Et il faut à la fois accompagner des progrès scientifiques, mais pour les qualifier de progrès, il faut que ce soit au service de l'humain et en aucun cas que ce soit un dévoiement. Et donc il faut être extrêmement prudent. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est au service de l'humain? Et d'ailleurs, La Croix n'est pas le seul journal à se demander si on est obligé de suivre le désir des générations nouvelles qui est souvent différent des indications de la médecine.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la loi bioéthique, ce n'est pas une loi d'égalité des droits. C'est une loi, encore une fois, qui met en tension ce qui est scientifiquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. C'est ça la question qu'on doit se poser à chaque instant. Qu'il y a un droit à l'enfant. Non, il n'y a aucun droit à l'enfant et il n'est absolument pas consacré. Il n'y a pas le droit de l'enfant et le droit à avoir un enfant. Il n'y a pas le droit à avoir un enfant. Déjà, vous savez, parce que quand vous faites un processus de PMA, et les couples hétérosexuels qui l'ont fait depuis des années le savent, il y a 40% de taux d'échec. Ce n'est pas parce que vous aurez accès à cette technique médicale que vous aurez droit à un enfant, parce qu'un processus de PMA, c'est déjà lourd et compliqué à mettre en place. Par contre, la PMA, c'est une technique médicale qui existe, qui est ouverte depuis des années pour les hétérosexuels, et on a considéré qu'il n'y avait aucune raison éthique de ne pas l'ouvrir à toutes les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, qu'elles soient mariées ou qu'elles soient célibataires, ou quelle que soit leur orientation sexuelle, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Donc c'est la décision qu'on prend. C'est ça qui est contesté. Par certains, oui. Et d'abord, il faut dire que ça concerne combien? 2000 2 à 3 000 femmes qui aujourd'hui sont contraintes d'aller à l'étranger, qui prennent aussi des risques sanitaires, qui prennent des risques dans l'établissement de la filiation pour elles-mêmes et leurs enfants. Et donc c'est ça qu'on vient faire dans ce projet de loi. Vous avez vu l'opposition renouvelée, récidivée de l'Académie de médecine qui, elle, se plaint parce qu'elle dit que c'est peut-être le droit à l'enfant, mais d'avoir un père, et elle conteste la légitimité ou en même temps ce qui est en train de se passer avec le projet de loi. Mais personne ne dit que c'est pas important d'avoir un père. Je suis la première à savoir à quel point mon père était essentiel, mais quand vous avez 2 mères qui vous élèvent, les 2 sont autant essentiels quand vous avez eu un père et une mère. Oui, et quand vous avez une seule mère qui vous élève... Mais vous avez votre longue histoire, on le sait à travers votre longue histoire personnelle. Très bien, est-ce qu'on a assez d'études scientifiques sur de la même manière ce que demande l'Académie? Vous avez un enfant sur 5 dans notre pays qui est élevé dans une famille monoparentale et vous n'avez pas un enfant sur 5 qui est en situation de souffrance. Ça n'est pas vrai. Il n'y a aucune garantie aussi quand vous êtes élevé dans une famille hétérosexuelle que pour autant tout se passera bien. C'est compliqué d'élever des enfants. Non mais à un moment il faut rappeler des choses qui paraissent évidentes. Mais il n'y a aucune garantie que ça se passe mieux d'un côté ou de l'autre. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous estimons qu'il n'y a rien qui éthiquement viendrait empêcher une femme de pouvoir avoir accès à une technique déjà existante qui lui permette de devenir mère. Et moi, je suis plutôt contente, et une partie de la droite qui aujourd'hui critique ce projet devrait être heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de créer des familles en France. C'est plutôt rassurant de dire qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des enfants dans notre pays. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy, le droit des adultes, c'est une malédiction. Une malédiction, ça veut dire la colère de Dieu. Écoutez, moi je ne vois pas très bien ce que vient faire la colère de Dieu ici. En tout cas, ce n'est pas par rapport à ça que je fais la loi, ce n'est pas par rapport à la colère potentielle de Dieu. Mais hier, Agnès Buzyn a utilisé un argument, elle dit c'est daté, le côté ringard de la position de l'Académie de médecine. Mais alors, c'est la légitimité de cette académie qui est en cause. Et d'autre part, est-ce que vous dites qu'elle a choisi la politique plutôt que les sciences? Mais sur l'Académie de médecine, moi, j'ai pas de jugement à porter. Ce qui m'étonne juste, c'est que quand on se revendique de l'Académie de médecine, on s'appuie justement sur des sciences. On s'appuie sur les sciences humaines, on s'appuie sur les sciences dures. Et de fait, ils n'étayent en aucun cas par des études scientifiques les propos qu'ils avancent. Ils font des conjectures par rapport, en effet, à une vision qui me semble être datée de la famille, qui considère qu'une famille, c'est avant tout une famille hétérosexuelle et qui oublie que les familles françaises ont changé et qu'encore une fois, on a une technique médicale qui existe, qui remet en aucun cas en cause la dignité humaine, contrairement à la GPA, qui là viendrait remettre en cause la dignité humaine. Et c'est bien la démonstration que dans ce projet de loi, on ne consacre pas un droit à l'enfant, puisque justement, il y a des techniques qui existent, comme la GPA, et qu'on refuse dans notre pays. Puisque vous adaptez aux techniques nouvelles, beaucoup de gens pensent que vous ne vous arrêterez pas à la PMA, que vous irez vers la GPA un jour et qui sera acceptée peut-être par tous, c'est que vous y arrivez dans 4, 5, 6 ans. Les gens ne sont pas persuadés de ce que vous dites. Mais je pense que surtout, il y a des gens... Ce sont des arguments de circonstance. Je pense qu'il y a surtout un certain nombre de personnes qui veulent faire peur aux Français parce qu'ils voient bien que les Français, eux, sont d'accord avec le fait que 2 femmes deviennent mères ou qu'une femme devienne mère. Et du coup, ils veulent faire peur aux Français en leur disant ça n'est qu'une première étape et la deuxième étape ce sera le transhumanisme, la troisième étape ce sera la gestation pour autrui. Non, il y a une seule étape qui vient d'être consacrée dans ce projet de loi. L'Église catholique est contre aussi. Elle dit qu'il faut se manifester, elle ne dit pas forcément manifester, elle a une position ambiguë, mais elle est contre, radicalement contre. Les cultes ont le droit de s'exprimer, mais ce n'est pas les cultes qui font injonction au pouvoir politique de prendre des décisions dans une république laïque. On va changer de sujet. Demain, l'UNEDIC va se prononcer sur
l'accès et les mesures, les décrets qui concernent l'accès à l'assurance chômage, ils sont budgétaires et trop restrictifs, disait hier soir Laurent Berger dans Sans détour, et il a lancé un avertissement sévère, non négligeable à votre gouvernement. Écoutez-le. J'étais très énervé de la réforme de l'assurance chômage, qui est purement une réforme budgétaire. Ça se fait sur le dos de à peu près 1,4 million de personnes qui vont avoir soit des droits réduits, soit qui ne pourront pas rentrer à l'assurance chômage, soit qui auront des durées d'indemnisation plus faibles. Et donc, ça veut dire que ça se paye par les chômeurs. On l'a dit dès le départ à ce gouvernement. Nous allons donner un droit de suite. Avec l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage et d'autres associations, nous allons analyser les situations personnelles des demandeurs d'emploi pour illustrer à chaque fois ce que sera provoqué. Et je vous le dis, ça va provoquer des trappes à pauvreté. Donc un conflit social encore en perspective. Écoutez, on a un système d'assurance chômage qui est un système généreux et qui vient soutenir les Français qui en ont besoin et qui sont dans une situation de fragilité, et c'est nécessaire. Mais après, il faut aussi avoir un système qui est financé. Et c'est ça parfois qui est oublié. Donc vous lui donnez raison, c'est d'abord budgétaire, c'est pour faire des économies. Non, je dis juste qu'il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait un équilibre entre des droits pour celles et ceux qui se retrouvent dans des situations de fragilité, qui se retrouvent au chômage et qui doivent être accompagnés. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que les gens soient accompagnés immédiatement et surtout restent le moins longtemps possible au chômage et qu'ils retrouvent une activité. Et c'est tout ce qu'on met en œuvre depuis 2 ans sur l'accompagnement et sur l'enjeu de la formation professionnelle. Personne n'a intérêt, CFDT, surtout pas les premiers concernés, que les gens restent n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter un conflit en adaptant peut-être ces décrets pour avoir la CFDT, qui est une des organisations syndicales, sinon la plus importante, à accepter la transformation sociale par la négociation? Déjà, il y a eu une négociation et l'UNEDIC, c'est avant tout les partenaires sociaux. Et ensuite, on ne fait pas une réforme pour qu'elle plaise à tel ou tel syndicat. On l'a fait parce qu'on est convaincu d'un bien fondé, qui est encore une fois cet équilibre-là sur la nécessité d'arriver à financer un système qui est nécessaire de solidarité et dans le même temps faire en sorte que les gens sortent rapidement du chômage, ils restent le moins longtemps possible et soient enfin formés. Il n'y a pas des abus, là ? Et soient enfin formés. Il y a une de mes collègues, Carole Grandjean, qui a fait justement un rapport sur le risque d'abus et de fraude sociale. Il faut regarder les choses en face dans ce domaine parce que tout abus est aussi justement une faille dans la générosité des Français. Si on veut que les Français continuent à adhérer à un système de générosité, il faut que ce système soit absolument irréprochable. Et encore une fois, il faut que les gens sortent le plus vite possible du chômage. Les migrants. Bien sûr qu'il faut en parler sans détour, qu'il va y avoir très bientôt, la semaine prochaine, un débat. On se dit pourquoi un seul? Et puis pourquoi un débat sans vote? Déjà parce qu'un vote... Pourquoi sans vote? Non, mais un vote voudrait dire qu'il faudrait une nouvelle loi. Or, on nous dit toujours qu'il ne faut pas des lois de circonstance. Pour essayer de savoir quelles sont les positions des uns et des autres. Oui, mais même si les macronistes ou quelques-uns d'entre eux sont un peu réservés. Telle ou telle motion. Moi, je ne suis pas au Parti socialiste avec des motions qui vont être présentées. On fait un débat à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est utile d'avoir une orientation. Mais ce n'est pas utile de savoir qui pense quoi, qui se positionne de la manière la plus claire. Vous savez, le débat, il permet la clarté. Il va permettre aussi aux autres groupes, notamment les groupes d'opposition, qu'on a très peu entendus sur cette question-là, de dire clairement quelle est leur position sur la question de l'immigration et comment eux entendraient traiter ce sujet-là. Pourquoi maintenant? C'est certes nécessaire. Pourquoi c'est tardif? Qu'est-ce qu'il y a une perspective électorale? Qu'est-ce qu'il y a qui réveille? C'est pas tardif parce que de fait, la question de l'immigration, on en a parlé dès le début de notre mandat. On a voté une loi qui a revu les questions du droit d'asile et ça avait créé un certain nombre de remous et de débats déjà à l'époque. Et puis le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée nationale parce que notre Assemblée, c'est le lieu justement du débat démocratique par excellence. Mais une fois qu'on aura fini le débat, on met un point final ou on continue à en parler? On met absolument pas. Déjà, vous savez, c'est pas nous d'abord qui en parlons, c'est les Français qui nous en parlent. Donc à un moment, il faut regarder l'état du pays tel qu'il est. Il ne faut pas faire semblant que ce sujet n'existe pas, parce qu'il existe pour les Français. Non, mais bien sûr, mais on a l'impression que 2 ans et demi après, c'est vous qui le découvrez. Ah non, moi je ne découvre pas. Pas vous collectivement, votre majorité, puisque vous la symbolisez bien. Valérie Pécresse, hier dans le journal du dimanche, est sévère, elle veut un choc d'autorité, elle dit fin du double langage, etc. Et la présidente de la région Île-de-France réclame une sorte, un de durcissement, de fermeté sur un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un certain nombre de mesures où on doit évidemment s'interroger. Mais il ne faut pas non plus mentir aux Français sur l'immigration. Déjà, il faut arrêter de tout mélanger. On ne peut pas mélanger l'immigration parce qu'on a des étudiants qui viennent étudier de manière très temporaire en France. La question du regroupement familial qui est complètement stable depuis 10 ans.
ou la question du droit d'asile. Aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 personnes, le droit d'asile. Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets, il faut cesser de faire peur aux Français, et dans le même temps, il ne faut pas être naïf. Et je le dis clairement aussi au sein de notre majorité, être humaniste, ça ne veut pas dire être naïf sur la manière avec laquelle on doit aborder ce sujet-là. Pardon, c'est la langue de bois, c'est l'argument qui est répété. Non, c'est un truc stéréotypé, là, faxé à tous les élus. Non, mais c'est une vérité. D'accord. Alors, regardez la réalité en face. Pas. Comme dit le président de la République, Xavier Bertrand vous dit que vous oubliez, par exemple, la possibilité de listes communautaristes et de candidats communautaristes aux élections municipales. Qu'est-ce que vous faites là aussi pour regarder en face? C'est un problème qui est en train de monter. Si on a les moyens juridiques d'interdire que ces listes puissent exister, je suis très favorable à l'idée qu'on les interdise. Ce sont des listes qui sont dangereuses pour la République. Ce sont des listes d'ailleurs qui ont existé au moment des élections européennes, qui ont fait au niveau national un très faible score, mais qui ont fait dans certains de nos quartiers 8 à 10% dans des quartiers très ciblés. Et donc c'est quelque chose qui doit nous préoccuper collectivement. Si on peut l'interdire parce que légalement, on a des leviers pour le faire. Pourquoi l'interdire? Très bien. C'est grave ce que vous dites. On interdit, donc on ne leur donne pas l'accès qu'ils demandent. Si légalement, on a les moyens de le faire parce qu'on voit bien qu'on a des listes qui clairement sont contraires aux valeurs de la République, alors il faut l'interdire. Mais il faut surtout les combattre. Il faut combattre le communautarisme dans nos quartiers. Il faut réaffirmer des principes laïques. Il ne faut jamais flancher sur ces principes-là. Et ça va de la question du Burkini à Grenoble, où on a une tentative de déstabilisation qui existe. Ça va à l'inauguration d'une mosquée à Rennes avec des toutes petites filles de 5 ans, de 6 ans qui sont entièrement voilées. Ça, ce sont des atteintes graves à la République. Et le problème, c'est que progressivement, un certain nombre d'élus, notamment d'élus locaux, laissent passer ces sujets-là. C'est un métier difficile d'être porte-parole, parce qu'il faut dire que son camp a toujours raison, le camp d'en face a tort. Citez-moi 2 ou 3 erreurs ou insuffisances d'Emmanuel Macron et du gouvernement Philippe. Comme ça. Moi, je pense que sur la question notamment de la lutte contre le communautarisme, il faut absolument qu'on ait un discours qui soit beaucoup plus tranché, beaucoup plus clair. Et puis, ça c'est un. Mais c'est un sujet qui est pour moi essentiel. Après, je suis là surtout pour vous dire ce qu'on fait, pas pour vous dire ce qu'on fait pas, sinon je serais une mauvaise porte-parole. Tout ce que vous réussissez. Bon, et en matière d'écologie, vous pensez que vous réussissez? Il va y avoir le sommet sur le climat aux Nations Unies, avec aussi la discussion sur les forêts d'Amazonie. Le président de la République va intervenir, etc. Mais ce qu'on entend, c'est des mots. C'est pas assez d'actes. C'est ce qui est faux sur la France. Ce qui est formidable, c'est que vous savez, avec ce qui s'est passé sur le glyphosate, on a réussi à faire passer un succès pour un échec. Or, si on n'avait pas été là au niveau européen, ça aurait été reconduit pour 15 ans. Nous, ça a été reconduit pour 5 ans. Donc on a progressé. Ça y est, la machine se remet en route. Mais je suis désolée, c'est pas une machine, c'est une vérité. Mais les jeunes qui défilent disent qu'ils n'en font pas assez. C'est vrai qu'au début, il y a le verbe, comme je le disais hier à Laurent Berger, mais en même temps, il faut un peu plus d'actes. Mais il n'y a pas que le verbe, il y a les actes. On a été les premiers à fermer les centrales à charbon dans notre pays, à le dire on a été une des premières lois qu'on a votées en arrivant à l'Assemblée, c'est la fin de l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays. Donc je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas d'actes en la matière. Par contre, il ne faut pas non plus qu'il y ait de la démagogie. Quand on voit par exemple pulluler un certain nombre de demandes d'élus locaux de dire il faut des périmètres de 150 mètres sur la question du glyphosate. Mais non, c'est pas un autre débat. Parce que derrière l'argument écologique, on ne s'appuie là sur aucune étude scientifique. Et c'est la première question que vous m'avez posée sur la question scientifique, pour dire qu'il faudrait 20 mètres, 150 mètres. Donc à un moment, il ne faut pas non plus, à 6 mois des municipales, que certains se réveillent. Dernière remarque, Laurent Berger demandait hier à Ursula von der Leyen et à la nouvelle ou prochaine Commission européenne d'essayer de sortir des 3% tous les investissements et toutes les dépenses qui seront faites en faveur de l'écologie, de l'environnement. Vous dites oui? Je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient sortir systématiquement des choses des 3%. Après, je pense que c'est un objectif qui est nécessaire d'avoir un déficit qui soit bas au niveau européen. Donc, est-ce qu'il faut sortir les investissements en matière de santé, en matière environnementale? Au moins, ce serait un effort de la part de toute la communauté mondiale. C'est une discussion qui devrait exister au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Merci d'être venu. Demain, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui sera ici. On entendra encore parler de la loi bioéthique, évidemment, puisqu'elle sera en débat à l'Assemblée nationale l'après-midi. Et avec Romain Desarbres, c'est la suite de l'actualité qui est traitée sur CNews. Bonne journée.